Bonjour à tous, visite de travail du chef de l'État béninois à Abidjan. Avec son homologue ivoirien, ils ont appelé tous les pays de la sous-région à unir leurs forces et leurs ressources pour lutter contre le terrorisme en Afrique. Ouverture ce mercredi du sommet de Davos en Suisse. Cette 46e session rassemble une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement, des opérateurs et banquiers du monde. Elle est consacrée à la 4e révolution industrielle. Au moins 21 morts, bilan provisoire de l'attaque ce mercredi contre une université dans le nord-ouest du Pakistan. Attaque revendiquée par le mouvement des talibans pakistanais. Bienvenue dans le journal, merci d'être avec nous sur RTI 1 ce mercredi 20 janvier. CHAN 2016, battu 1-0 en match d'ouverture, la Côte d'Ivoire joue gros devant le Maroc cet après-midi pour le compte de la deuxième journée du groupe A. Nous parlons bien sûr football et nous irons en fin d'édition au Rwanda retrouver Benson Pierre-Aka en direct du stade de la paix de Kigali. Abidjan a accueilli hier le président béninois Thomas Yayi Boni. Il s'est entretenu avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara. La visite de travail de quelques heures a permis aux deux chefs d'État d'évoquer notamment la situation au Burkina Faso. Ils ont appelé tous les pays de la sous-région à unir leurs forces et leurs ressources pour lutter contre le terrorisme sur le continent. Vijanaïma. En route pour son pays, le Bénin. Après sa visite de solidarité aux autorités burkinabées suite à l'acte terroriste djihadiste perpétré vendredi dernier contre le splendide hôtel de Ouagadougou et qui a fait 30 morts et de nombreux blessés, le président béninois Thomas Boni Yayi a fait ce mardi en fin de matinée une escale à l'aéroport international de Port-Boué. Accueilli par le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête dans le salon du pavillon présidentiel. Si l'attentat djihadiste dans la capitale burkinabé apparaît comme un signe annonciateur de la propagation du terrorisme désormais sur l'ensemble de la sous-région ouest-africaine, l'urgence de l'heure commande cette rencontre avec le chef de l'État ivoirien, a souligné le président béninois. Après leur entretien, les deux chefs d'État se sont adressés à la presse. Le président Alassane notre doyen d'âge, et je crois que pour avoir une longue expérience, et donc je pense que ça fait plaisir de venir le voir et d'échanger sur des questions d'intérêt bilatéral, des questions qui concernent également notre sous-région, et pourquoi pas la question de la gouvernance des affaires de notre monde. Donc on a fait un tour d'horizon. Je voulais tout juste indiquer que ma rencontre fait suite à ce déplacement que j'ai eu à faire à ce pays frère, le Burkina Faso, et qui a été frappé, vous le savez bien, par le djihadisme, les terroristes. Et vous comprenez très bien qu'il s'agit d'un contexte particulièrement difficile pour chacun de nous tous, puisque après, c'est un fait quotidien maintenant avec le nord du Nigeria, le Cameroun, le Tchad, le Niger en ce qui concerne Boko Haram. Et avant cela, je crois, mi-autres et d'autres djihadistes avec le Mali. Et donc on constate que ce phénomène est en train de faire tache d'huile avec les dernières attaques, disons, du Burkina. Donc j'ai porté vraiment la solidarité de la sous-région au président Roch du Faso, à son gouvernement et au peuple de Burkina Faso également. Il devait venir voir le président et notre chef doyen pour échanger un peu sur l'ampleur des dégâts et surtout, je crois, cette solidarité qui existe en notre sein et sur peut-être ce qui est encore possible à notre niveau et surtout qu'en leur nom, le message que j'ai passé, c'était de dire que le Burkina n'est pas seul dans cette épreuve. Mon frère, le président Thomas Yayi Boni, président de la République du Bénin, nous a fait le grand honneur de venir à Abidjan ce matin pour échanger avec nous.
Nous sommes toujours très heureux de l'accueillir ici et d'échanger avec lui compte tenu de sa grande expérience. Comme vous le savez, le président Yahi Boni a été président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine, également président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, et il vient de me transférer le flambeau, et a également présidé notre organisation la plus ancienne et la plus solide, le Conseil de l'Entente, dès ma prise de fonction en 2011. Et donc c'est toujours très utile pour moi d'échanger avec mon frère, mon ami. Et donc, Président, merci d'avoir fait le déplacement. Le chef de l'État béninois a ensuite pris congé de son hôte, le président ivoirien. L'escale aura duré environ 1h30. Et sur place à Ouagadougou, le gouvernement burkinabé a rencontré les parents des victimes des attentats de vendredi dernier. Au cours de cette première rencontre, il a été question d'informer la famille sur la situation sécuritaire et sur les modalités d'enlèvement des corps. Ben Touré et Thomas Guessambi. La colère. Visage renfrogné, Bouraïma Ouedraogo, la gorge nouée de colère, est doublement en deuil. Sa patronne, la photographe Leila Alaoui, est décédée ce lundi des suites de sa blessure. Son frère, lui, a été tué vendredi lors de l'attentat à Ouagadougou, mitraillé dans sa voiture. Ils n'ont pas ce droit. Pourquoi on a tué notre frère? Alors, même si c'est peut-être des blancs, même s'ils disaient que c'était des blancs et ils cherchaient, ces blancs-là, ils ont fait quoi? Nous sommes tous des humains. Même colère, même émotion chez la cinquantaine des parents de victimes reçus ce mardi par le gouvernement burkinabé. Ils sont marqués à vie par ce drame. Celui qui a perdu un être cher dans ces circonstances-là oublie difficilement. C'est très difficile, c'est pénible. Faut-il, oui ou non, un enterrement collectif des victimes? Le gouvernement joue la carte de la concertation avant toute décision. Il y a des enquêtes qui sont en cours, qui ne permettent pas d'abord que les corps soient rapatriés. On attend une décision de la procureure du Faso près du tribunal de Ouagadougou qui, en temps utile, donc, va autoriser le rapatriement des corps, donc l'enlèvement par les chancelleries des pays qui ont été touchés par ce drame. Touché par ce drame, Ouagadougou affirme avoir pris des mesures sécuritaires supplémentaires. Toutes choses qui, selon le ministre burkinabé de la Sécurité, ne devraient pas ralentir le balai des investisseurs sur son sol. Le pays a subi sa première attaque djihadiste d'envergure dans la nuit de vendredi à samedi. Le bilan final fait état de 30 morts, dont 9 burkinabés. Les pays du Sahel veulent améliorer leur système de distribution en matière de produits de santé. Ils se sont retrouvés à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, pour décider de la stratégie à mettre en place, notamment pour un approvisionnement régulier en produits sanitaires. Le reportage est signé Sidonie Davila. Des études démographiques démontrent que la population de l'Afrique subsaharienne croît à un rythme d'à peu près 2,5% par an, soit 2 fois plus vite que la moyenne des autres régions en développement dans le monde. À l'évidence, ce rythme pourrait se multiplier par 10 en un siècle, de 1950 à 2050, relèvent les Nations Unies dans une étude. Tous conscients que cela freine les efforts de développement, les pays subsahariens, notamment le Mali, le Burkina, le Niger, le Tchad, la Mauritanie et la Côte d'Ivoire, loin de s'en effrayer, se veulent prévenants. C'est bien dans ce cadre que le projet régional sur l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel offre ainsi qu'il est admis au plus haut niveau politique une excellente opportunité aux 6 pays bénéficiaires pour s'attaquer de manière efficace à l'un des plus importants goulots d'étranglement du développement. Au bout de 5 jours de réflexion du 18 au 22 janvier, les experts venus des 6 pays concernés devront partager leurs expériences et concevoir les programmes de mise en œuvre pour la sous-composante de chaîne d'approvisionnement des systèmes de santé. C'est un projet de 4 ans, d'un montant global de 207 millions de dollars. Ce projet est parti d'un cri de cœur des chefs d'État. Et donc de là est partie la nécessité pour nous
d'accompagner les pays pour justement comprendre ce que c'est que le dividende démographique, comment investir de façon stratégique dans le dividende démographique. Et un des piliers du dividende démographique, c'est justement l'accès aux produits de la santé. Amélioration de la chaîne d'approvisionnement des produits santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle est le thème de cet atelier organisé conjointement par l'UNFPA, OOAS et la Banque mondiale. Le Premier ministre, Daniel Kablan-Duncan, a présidé la cérémonie d'ouverture. Il n'est de richesse que d'hommes. C'est la vraie richesse d'un pays. Avant même les ressources naturelles, le pétrole, etc., c'est d'abord les hommes. Mais pour ça, il faut faire l'éducation, la formation, l'alphabétisation, mais aussi la santé. C'est comme ça qu'on peut prendre la route de l'émergence. Et je crois que les autres pays, d'ailleurs, de la sous-région, par le projet, veulent aller dans le même sens. La Côte d'Ivoire, prête pour être la locomotive du programme régional SUID, autonomisation des femmes et de dividendes démographiques au Sahel, a inscrit une ligne budgétaire d'un demi-milliard de francs CFA au titre du budget 2016 pour l'achat des produits contraceptifs. Une des raisons majeures qui a milité en faveur du pays pour la tenue de cette importante activité. Ouverture aujourd'hui du sommet de Davos en Suisse. En plus de la 4e révolution industrielle, le climat, les migrations, le pétrole, le terrorisme sont au menu de la rencontre, la 46e du genre. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est sur place. Il représente la Côte d'Ivoire. Alexis Ouedraogo, envoyé spécial à Davos. L'intelligentsia économique mondiale est réunie à Davos, en Suisse. Plus de 2500 participants autour de thèmes pragmatiques. Comment faire des affaires dans un monde qui va de plus en plus mal? Au plan économique, c'est la question de l'impact de la révolution digitale qui domine les débats. La Côte d'Ivoire y voit de l'intérêt. La Côte d'Ivoire peut tirer profit de cette évolution tout simplement parce que nous avons à rattraper une partie de notre retard au plan technologique sur le reste du monde. Il est dit souvent que l'Afrique a raté les premières révolutions agricoles, industrielles, et que l'Afrique ne doit pas rater cette révolution numérique. Il faut que de Côte d'Ivoire, nos jeunes puissent aujourd'hui exporter leur savoir-faire. Toutes choses qui sont rendues possibles aujourd'hui par le numérique et par les technologies de l'information et de la communication. Le forum de Davos, l'occasion de renforcer la coopération économique entre le pays et des institutions financières, à l'exemple de la Standard Bank et du groupe de réassurance suisse reçu par le chef du gouvernement. J'ai eu une écoute très professionnelle sur le secteur de l'assurance. Il n'est pas si fréquent que cela d'entendre des responsables politiques comprendre ce qu'est l'assurance et ce que l'assurance peut amener à l'équilibre et à la stabilité d'un pays. Et j'ai été de ce point de vue-là tout à fait impressionné. Alors on parle d'assurance sécheresse, on parle d'assurance vie, on parle d'assurance exportation, on parle d'assurance agricole, tous les domaines dans lesquels l'assurance peut amener une certaine stabilité à l'économie ivoirienne. Ce soir, Daniel Kablan-Duncan sera aux côtés du président de la Banque africaine de développement. Il présente son projet Éclairer l'Afrique, objectif créer une synergie entre tous les projets existants en vue de booster la politique énergétique du continent africain. Juste avant le sommet, l'ONG anglaise Oxfam a publié son nouveau rapport. Il indique que les richesses dans le monde se concentrent de plus en plus aux mains d'une petite élite fortunée. En 2016, les 1% les plus riches de la population mondiale vont posséder à eux seuls plus de patrimoine que les 99% restants. Adama Kamagaté et Thomas Gessambi. Ils constituent tout juste 1% de la population mondiale. Et pourtant, leur patrimoine cumulé a dépassé l'an dernier celui des 99% restants de la population mondiale. En 2015, ce pourcent a vu ses revenus atteindre les sommets avec près de 500 milliards de dollars, tandis que ceux des 99 restants de la population dégringolent. Ces chiffres devraient choquer tout le monde. Je ne pense pas qu'il y ait d'arguments raisonnables pour justifier que 62 personnes voient leur fortune augmenter de 500 milliards en 5 ans, alors que la moitié la plus pauvre de la planète voit la sienne diminuer de 1000 milliards. Mais malheureusement, nous nous habituons à ce genre de chiffres spectaculaires. Cette prédiction était pour 2016 selon l'ONG. Mais grande fut la surprise qu'à moins d'un an du terme, celle-ci soit déjà atteinte. Pour Cathy Wright, ce fossé qu'elle qualifie de spectaculaire ne peut avoir d'autres explications que le paradis fiscal.
Une estimation récente indique qu'il y a environ 1760 milliards de dollars dans les paradis fiscaux à travers le monde. D'après le rapport, 9 entreprises sur 10 figurant parmi les partenaires stratégiques du Forum économique mondial sont présentes dans au moins un paradis fiscal. Il faut agir et vite car une partie de la population mondiale souffre de la faim et d'autres calamités du fait de ces inégalités. L'ONG Oxfam exhorte les dirigeants mondiaux qui ont pris rendez-vous à Davos pour le Forum économique mondial à prendre leurs responsabilités. On estime aujourd'hui à près de 70 milliards de dollars de pertes émanant des personnes qui dissimulent leur fortune sur des comptes offshore. Rien qu'en Afrique, cette somme serait suffisante pour sauver la vie de 4 millions d'enfants, a conclu l'ONG. En marge de la rencontre des chefs d'État de la Côte d'Ivoire et du Libéria à Guiglo, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes a procédé à la remise de chèques. Mariatou Koné a promis que toutes les victimes recensées recevront réparation. Sylvie Touré. Elle avait déjà visité le Grand Ouest et apporté réparation à 400 victimes en qualité de directrice générale du Programme national de cohésion sociale. Il y a de cela 4 mois. Mariatou Koné y retourne, cette fois en qualité de ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Objectif, parler de paix et de pardon aux populations de cette zone meurtrie par la guerre. Chères victimes et chers parents de victimes, le gouvernement se tient et se tiendra toujours à vos côtés. Sachez que votre douleur est celle de la nation entière. C'est parce qu'il s'agit d'une douleur partagée que nous devons savoir nous mettre au-dessus de nos souffrances pour pardonner et aller résolument à la paix et à la réconciliation. Nous ne devons pas vivre côte à côte, nous devons vivre ensemble. Deuxième articulation de cette rencontre, la remise de chèques aux ayants droit de personnes décédées. 216 bénéficiaires ont reçu chacun 1 million de francs CFA en guise de réparation. Le professeur Mariatou Koné a appelé à la patience les victimes non encore indemnisées. Pour les personnes qui sont victimes de pillage, de destruction de biens, c'est les plus nombreux. On ne vous a pas oublié. On attend simplement de disposer de la liste unique que la CONARI va remettre officiellement au président de la République. Le processus ne s'arrêtera pas tant que la dernière victime n'est pas indemnisée, a promis la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Des propos rassurants pour les concernés qui ont salué l'entrée de l'ex-directrice générale du PNCS dans l'équipe gouvernementale. L'État ivoirien envisage de mobiliser cette année 1196 milliards de nos francs sur le marché financier. En attendant, les titres issus de l'emprunt obligataire lancé par le Trésor ivoirien ont été admis en bourse. La première cotation s'est soldée par un succès. Lancine Bakayoko et Jean-Jacques Kwame. À travers cette première cotation en bourse ce mardi, le Trésor public donne la possibilité aux investisseurs qui désirent acquérir ou céder des titres de le faire dans les meilleures conditions avec une garantie de liquidité nécessaire à la couverture de leurs besoins. Avec 100 titres échangés pour une valeur d'1 million de francs CFA, l'engouement est promoteur. Ce n'est que le début. Nous pensons véritablement que l'attrait aujourd'hui que les investisseurs ont pour notre marché va faire en sorte que tous les titres seront de plus en plus animés, que ce soit sur le marché des actions que sur le marché obligataire. Cette émission est intervenue en période préélectorale du 1er au 30 septembre 2015 a permis à l'État du Côte d'Ivoire de récolter sur le marché ouest-africain 156,9 milliards de francs CFA sur un objectif de 150 milliards attendu. Pour l'année 2016, le gouvernement mise sur 1196 milliards de francs CFA sur le marché financier. Un défi qui nécessite l'engagement de tous les acteurs. Les performances que nous avons réalisées en 2015 l'ont été grâce au soutien du marché financier des différents acteurs du marché. Nous comptons cette année 2016 nous appuyer également sur leur compte de soutien pour pouvoir atteindre nos objectifs. Le financement du deuxième programme national de développement couvrant la période 2016-2020
est évalué à environ 30 000 milliards de francs CFA. Il va exiger du Trésor public une présence plus accrue sur les marchés financiers régionaux et internationaux. La deuxième édition de la Foire internationale d'Abidjan s'ouvre le 24 mars prochain. C'est un cadre d'échange commercial pour plusieurs centaines d'exposants de différents secteurs d'activité provenant de tous les continents. Paul Quadio et Jean-Jacques Kwame. Inciter les entreprises étrangères à investir en Côte d'Ivoire et promouvoir les contacts d'affaires et les échanges commerciaux entre opérateurs économiques locaux et étrangers. C'est entre autres les objectifs de la Foire internationale d'Abidjan FIA, dont la deuxième édition se tiendra du 24 mars au 5 avril prochain. Pour cette deuxième édition, des innovations sont annoncées. Pour cette édition, la première particularité, c'est le pays invité d'honneur. Donc cette année, c'est le Royaume du Maroc. Ensuite, il y a le thème qui est la formation clé de la réussite des affaires. La troisième innovation, c'est le prix FIA que nous lançons. On espère recevoir au moins 50 000 visiteurs et au plus 100 000 visiteurs pour cette deuxième édition. Le Maroc est le pays invité d'honneur de ce deuxième rendez-vous de la FIA. Une opportunité que compte capitaliser le royaume chérifien dans le but de renforcer son partenariat avec Abidjan. On a été présent à la première édition de la Foire internationale Abidjan, l'édition précédente, par 24 groupes exportateurs marocains. Nous avons fait des échanges et les sociétés marocaines ont signé des contrats de vente et de partenariat de millions de dirhams. Cette édition 2016, on souhaite renforcer la participation marocaine par plus de 60 entreprises marocaines. La Foire internationale d'Abidjan est aussi un événement à caractère social. À l'instar de la première édition, les participants auront droit à une consultation ophtalmologique gratuite. Rendez-vous est pris dans 2 mois pour la réalisation de cette plateforme d'échange du monde des affaires. Un mot de religion dans cette édition. Le Conseil supérieur des imams COSIM veut mettre un accent particulier sur la formation de ses membres. Elle a donc initié des formations au Maroc à l'attention des imams et prédicateurs. En islam, une femme ne peut être imam. Néanmoins, elle peut être prédicatrice en prêchant la parole de Dieu. C'est le cas de Mariam Sissé. Elle fait partie des 14 femmes qui prendront part à la formation des imams au Maroc. C'est pour perfectionner notre connaissance, c'est pour mieux apprendre la religion. Ce sont au total 14 prédicatrices et 86 imams qui participeront à cette formation initiée par le COSIM, le Conseil supérieur des imams. Ces 100 guides religieux seront formés sur les préceptes islamiques de paix et de fraternité. La formation des imams devient quelque chose de très important dans le monde d'aujourd'hui. Donc, pour mieux entretenir la cohésion sociale qui existe dans notre société ivoirienne, la tolérance entre les Ivoiriens, nous avons vraiment opté pour la formation de nos imams au Maroc. Présent à cette cérémonie, le cheikh Al-Aïma Bouakari Fofana s'est réjoui de la coopération avec le royaume chérifien. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que les relations entre le Maroc et la Côte d'Ivoire à travers cette formation se développent davantage et que ces imams formés seront dans un premier temps des ambassadeurs de Côte d'Ivoire au Maroc et à leur retour, ils pourront aussi être des ambassadeurs du Maroc en Côte d'Ivoire pour nous amener un islam de tolérance, un islam de paix, un islam de fraternité, un islam de convivialité. Ces imams et prédicateurs constituent la seconde vague en partance pour le Maroc après la première l'année dernière. Ils passeront 2 années au Maroc. Au moins 21 morts, bilan provisoire de l'attaque ce mercredi d'une université dans le nord-ouest du Pakistan. Les forces de l'ordre ont été déployées et l'assaut est terminé. Le mouvement des talibans pakistanais a revendiqué l'attentat. Ces hommes lourdement armés sont entrés sur le campus en escaladant un mur après avoir blessé des gardes. Plusieurs fortes explosions ont ensuite été entendues sur ce site qui abriterait jusqu'à 3000 étudiants. Parlons sport football, CHAN 2016. La Côte d'Ivoire rencontre le Maroc cet après-midi pour le compte de la 2e journée du groupe A. L'entraîneur ivoirien a été clair, il faut absolument remporter les 2 derniers matchs pour se qualifier. Sébastien Wognan, envoyé spécial au Rwanda. À la recherche d'une victoire,
Michel Dissué et ses adjoints sont au labo. Dimi Stéphane se charge des gardiens de but. Kamara Ibrahim s'occupe du reste du groupe, à savoir les défenseurs, les milieux de terrain, les attaquants. Dimi Stéphane a mis l'accent sur l'équilibre des gardiens de but. Réussir à s'appuyer sur la cheville, le genou. Objectif, avoir un appui parfait pour bien saisir la balle. Sangaré Badra Ali, Bamba Drissa, Sissa Abdul Karim ont travaillé sur l'équilibre. Avec Kamara Ibrahim, il y a eu d'abord des sous-groupes. Ici, l'ambiance est recherchée au sein de l'équipe. Se faire un vide dans la tête et bien préparer la rencontre face au Maroc. Michel Dissué n'a pas le choix. Il va opter pour l'offensive. C'est pourquoi il a travaillé sur la construction du jeu. Bien conserver et contrôler le ballon. S'ouvrir des espaces afin de porter le danger dans le camp adverse. Le Maroc est jouable. Il s'agit de rebondir sur le match du Maroc. Je pense que les enfants sont déjà bien dans leur tête. On sait qu'on a notre destin entre nos mains, c'est ce qui compte aujourd'hui. On a 2 matchs à jouer, 2 matchs à gagner pour se qualifier sans compter sur les autres. Les 23 joueurs retenus pour le CHAN 2016 ont tous pris part à l'entraînement. Voilà, les éléphants sont à pied d'œuvre pour donner le meilleur d'eux-mêmes cet après-midi face au Maroc. Et nous allons retrouver en direct du stade de la paix de Kigali, Benson Pierre Aka. Bonjour Benson, alors dites-nous comment se déroulent les choses sur place, quelle est l'ambiance à quelques heures de la rencontre? Oui, allez-y. Bonjour Fatou Fofana, j'espère que vous nous recevez dans d'excellentes conditions parce qu'on a eu quelques petits soucis techniques tout à l'heure, mais nous, on vous reçoit parfaitement et je m'empresse de vous saluer pour votre élégance, je veux dire, comme à l'accoutumée. Eh bien, l'ambiance ici au stade Amahoro, autrement dit le stade de la paix de Kigali, eh bien, à quelques minutes du démarrage de la première rencontre de la journée entre le pays hôte, le Rwanda et l'équipe du Gabon, eh bien, déjà l'ambiance commence à devenir... on va dire, intense ici aux abords du stade. Comme vous le constatez sur ces images, les supporters sont venus déjà à qui mieux dans l'ambiance, donc pour soutenir leur équipe nationale. On espère simplement que cette rencontre bien, sera de haut niveau. Tout comme on espère également bien que nous, supporters ivoiriens, on va dire journalistes ivoiriens, espère simplement un résultat favorable pour l'une ou l'autre des équipes. On ne va pas vous dire laquelle pour ne pas fâcher les amitiés, mais simplement que le meilleur l'emporte, hein, et que cela inspire nos éléphants donc, qui joueront la deuxième rencontre de la journée, ce sera face au Maroc. Que le meilleur l'emporte, mais c'est un match décisif pour la Côte d'Ivoire. Elle joue à quitte ou double après sa défaite face au Guêpes du Rwanda. Quel est le moral des troupes en ce moment, Benson? Oui, Fatou Fofana, écoutez, les éléphants savent qu'ils n'ont plus le choix. Après un premier match perdu face au pays hôte d'entrée le samedi dernier, eh bien, les éléphants n'ont pas d'autre choix que de gagner aujourd'hui face au Maroc, histoire de se relancer dans la compétition et d'aborder sous les meilleurs auspices donc, la dernière rencontre qui, elle, s'effectuera dans une autre ville, donc à Ouyé, à environ 300 km de Kigali, Ouyé, puisque les rencontres de la 3e journée se joueront en simultané et pour éviter toute tricherie. Les éléphants que nous avons rencontrés, même encore ce matin, nous ont affirmé qu'ils avaient le meilleur moral possible, le meilleur mental pour aborder cette rencontre. Et bien on espère que ce sera le cas. Quelle que soit la manière de jouer, quelles que soient les conditions dans lesquelles la rencontre aura lieu, tout ce qu'on espère simplement, c'est qu'il y ait 3 points pour la Côte d'Ivoire à l'issue de la rencontre. Et c'est tout ce que l'on attend ici à Kigali, et puis pour maintenir l'espoir, comme je vous l'ai dit, pourquoi pas des éléphants victorieux encore dans une nouvelle compétition africaine, mais ça a commencé, on va dire, un peu difficilement avec cette défaite. On espère simplement que ce mercredi sera jour de recadrage et de remobilisation donc, des éléphants de Côte d'Ivoire pour la suite de la compétition. On l'espère également. Merci à vous, Benson Pierre Aka, en direct du stade de la paix de Kigali, au Rwanda. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Le match Côte d'Ivoire-Maroc vous sera proposé en direct sur RTI2 à partir de 16h. Très bon après-midi à tous.